Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une brève introduction à la console NC2, appelée encore Portail NC2, appelée encore Portail Multi-Cloud Management. Donc c'est une console qui va nous servir notamment dans les environnements hybrides Nutanix. Alors, ces environnements hybrides Nutanix, on peut les retrouver notamment sur Azure ou AWS. On va parler de NC2, Nutanix Cloud Cluster sur Azure ou Nutanix Cloud Cluster sur AWS. Et ces deux types de clusters vont être déployés depuis un même et unique outil. Et ils vont être gérés également du point de vue du hardware directement depuis cet outil. Et c'est l'objectif de la vidéo de faire un petit tour des options qui sont disponibles dans cet outil. Donc la console cluster NC2 Management ou portail NC2 va s'inscrire effectivement dans un workflow d'usage et de déploiement d'un cluster Nutanix dans un environnement Azure ou Microsoft. Azure ou AWS, pardon. Donc ce workflow, juste pour le rappeler très rapidement, pour pouvoir faire effectivement du Nutanix dans Azure ou AWS, il vous faut soit une Azure Subscription à minimum, soit un AWS Account. Et généralement, il est recommandé de venir configurer le réseau au préalable, d'avoir une landing zone pour pouvoir effectivement exploiter au mieux et préparer au mieux l'environnement qui va accueillir finalement ces nœuds qui vont constituer un cluster Nutanix. Dans cet outil, donc dans la console qu'on va voir, on verra qu'on devra créer au moins une organisation. Ensuite, c'est une console de gestion, il y a des administrateurs dessus, peut-être que tout le monde n'aura pas les mêmes droits derrière, peut-être que la partie authentification ne sera pas faite par les mêmes vecteurs ou les mêmes identity providers, et donc il va falloir gérer ces utilisateurs, on va le voir juste après. Et puis ensuite on va venir raccorder ces abonnements Azure, ces subscriptions ou ces comptes AWS directement sur ce qu'on appelle des cloud accounts dans NC2. Et puis une fois qu'on a tout ça, après finalement la création et la gestion du cycle de vie du cluster pourra être fait depuis cette console. Alors je précise bien que ici le but est de gérer, on va dire, l'aspect extérieur du cluster Nutanix, c'est-à-dire en gros le nombre de nœuds, où est-ce qu'il va être accordé en termes de réseau. Et on ne parle pas ici dans la console NC2 de l'administration en tant que telle Nutanix, qu'on fait généralement par les outils les plus classiques, à savoir Prism Element et Prism Central dès qu'on va vouloir des fonctions un peu plus avancées ou gérer à l'échelle un certain nombre de clusters. Alors deux URL sont importantes à connaître. La première, c'est l'URL de la console, cloud.nutanix.com, et la deuxième, c'est mynutanixaccount, donc le mynutanix.com. Donc ça, celle-ci est important parce que c'est à partir de cette console mynutanix qu'on va pouvoir venir, je vais zoomer légèrement, voilà, c'est à partir de cet espace-là où on va pouvoir venir activer dans la partie ici Cloud Service, on va pouvoir venir activer le Nutanix Cloud Cluster. Alors au passage, je vais mettre un petit coup de zoom, ça ne fera pas de mal. Voilà, très bien. Donc la première étape, effectivement, ce sera d'aller ici au niveau de Nutanix Cloud Cluster. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, on vous proposera d'activer notamment le trial. Donc vous aurez un bouton Start Trial. Le Start Trial va vous permettre d'utiliser les licences Nutanix gratuitement pendant 30 jours. Si vous êtes sur AWS, ce sera à vous de payer les ressources cloud associées derrière au cluster. Si vous êtes sur Azure, Microsoft fournit également pendant 30 jours 3 barres métal gratuitement. Une fois qu'on a fait cette activation, et que tout est fait, en cliquant simplement sur Launch ici, ça va ouvrir effectivement la console cloud.nutanix.com et vous allez arriver directement sur l'environnement de la console. Console qui a on va dire, un aspect visuel, un look and feel qui ressemble fortement aux outils Nutanix, à Prism Central ou Prism Element. Là-dessus, on a une certaine cohérence dans la gestion, mais ça reste un outil qui est séparé et qui tourne sous la forme d'un service externe, donc d'un service SaaS que Nutanix gère et maintient en condition opérationnelle pour vous. Donc revenons sur notre mind map. Donc ça on a vu la première URL qui était mynutanix.com, la deuxième qui est l'URL de la console où on peut directement aller une fois tout est paramétré. Et ensuite, il va falloir se poser la question effectivement de comment on se connecte à ce cloud.nutanix.com. Alors on peut utiliser ces identifiants mynutanix, mais il existe pas mal d'options.
Donc ces options d'authentification, on parle bien de l'authentification, donc de prouver qui on est auprès de l'outil. Eh bien les options sont assez nombreuses. Donc première option, c'est login plus mot de passe, des choses tout à fait classiques qu'on va pouvoir créer du coup dans la console, soit utiliser directement le MyNutanix account, et auquel cas, si on est sur du MyNutanix account, vous êtes fortement encouragé à activer derrière le MFA, parce qu'on va accéder à des outils d'administration. Donc avoir une authentification forte est fortement recommandé. Très bon jeu de mots. Et donc le MFA côté MyNutanix peut s'enclencher peut être utilisé donc en utilisant l'application Google Authenticator que vous pouvez avoir sur vos mobiles Android ou iOS. On peut également faire de l'authentification double facteur en se faisant envoyer un email et un code sur cet email, ou en utilisant une passkey, donc à savoir soit de la biométrie sur votre équipement, soit une clé compatible FIDO. On a également, normalement, l'authentification Google. Personnellement, j'ai pas réussi à la faire fonctionner, donc je sais pas si elle est encore toujours d'actualité. En tout cas, elle est dans la documentation. Et puis, la plupart du temps, alors c'est vrai que si on a peu d'utilisateurs, peu d'administrateurs, le MyNutanix peut suffire. Le basic logon et password, c'est bien pour un environnement de test un peu isolé, mais c'est pas vraiment ça qui est utilisé. Ça fait des années qu'on essaye de faire du single sign-on dans les organisations, c'est pas le moment de démultiplier en créant des comptes à côté. Généralement, si on va avoir une organisation d'une certaine taille avec plusieurs administrateurs et en identifiant un service d'identité qui est commun à l'organisation, ce qu'on va faire probablement comme authentification pour ce portail, c'est de le relier une authentification avec du SAML2. Donc ça va permettre en gros de s'intégrer effectivement avec les solutions d'authentification qui sont natives dans les organisations. Et donc derrière, en fait, qu'est-ce qu'on a comme IDP, comme Identity Provider, le plus classique dans les organisations? Si on est effectivement avec un monde très data center, on va forcément avoir l'Active Directory. Ça fait quasiment 25 ans, pas tout à fait 24 ans que l'Active Directory existe, donc il est bien établi aujourd'hui dans les organisations. On voit également énormément au niveau cloud l'Identity Provider qui est Microsoft Entra ID, nouveau nom de Azure Active Directory. On trouve un petit peu d'Okta également, et puis on peut avoir quelques autres fournisseurs, mais généralement avec les trois premiers, on couvre déjà une bonne partie du marché aujourd'hui, et donc on va pouvoir utiliser et faire de la fédération, et donc utiliser du SAML2 pour aller s'authentifier auprès de ces différents annuaires, et donc réutiliser les comptes utilisés dans l'organisation. On peut faire une authentification par API également, et une authentification intéressante qu'il est bon de connaître, c'est la partie Secure Anonymous, c'est une particularité. Et le Secure Anonymous, en fait, va vous permettre de donner des accès à des invités, des guests, qui ne sont pas forcément ni des employés, mais qui ne sont pas néanmoins des utilisateurs anonymes. Si c'est pour faire de l'entraînement, de délivrer des formations, vous pouvez faire des batchs également de Secure Anonymous. Et l'énorme intérêt de cette approche, c'est que ça ne nécessite pas d'avoir un service d'identité dans lequel on devrait créer des utilisateurs, puis après les supprimer, etc. Donc c'est vraiment un accès qui est entre guillemets anonyme. Et donc en fait l'idée ça va être de générer un token pour une durée donnée. Et ce token, on va l'associer, en fait, donc le token servira en fait d'authentification, et on va associer ce token à un rôle, et donc on va faire du role-based and access control par rapport à ce token. Et donc le token qui va être généré, on va le retrouver dans les interfaces, voilà. Donc il aura un nom avec un UID derrière, il aura une durée de vie. Et puis ensuite on va lui associer un rôle derrière, et un rôle qu'on mettra au niveau d'une organisation notamment. On pourrait le faire au niveau global. Donc les rôles, il y en a plein, je vais les décrire tout à l'heure, mais globalement, quand vous allez créer effectivement un Secure Anonymous, eh bien vous devrez choisir derrière quel est le rôle qui va être associé et la portée de ce rôle au niveau organisation ou customer, et on va voir la différence derrière juste après. Une fois qu'on a créé ce token, on va faire appel au playground, et donc l'idée derrière, c'est vous cliquez ici sur les trois petits points, interface très classique à la Nutanix, vous allez sur Playground, et ensuite vous aurez derrière le nombre de tokens que vous pouvez générer. Donc on peut générer 100 tokens par opération, si on a par exemple 100 personnes qui délivrent le token. Et donc le token peut être délivré sous différentes formes.
On a du token ici qu'on peut utiliser directement dans du code ou avec des outils en ligne de commande, soit en bash avec du curl, soit du PowerShell. Mais là, si on utilise le playground, on peut embarquer finalement ce token directement dans une URL et l'utiliser après, simplement en l'envoyant après par email. Donc si c'est embarqué dans une URL, en gros, l'URL commencera par https cloud.nutanix.com, token, et là après vous avez votre token derrière. On fait un copier-coller de ce token, et après, voilà, ce token il peut avoir cette forme-là. C'est un exemple que j'ai supprimé depuis. Mais simplement avec cette URL, on peut se loguer avec certains privilèges de manière entre guillemets anonyme mais sécurisée sur la console, Nutanix. Voilà. Bon, on le reverra après, je vous ferai une petite démonstration. Et donc on peut inviter également des utilisateurs à accéder au portail NC2. En termes de support, il faut voir qu'on peut donner accès au support de Nutanix au travers du portail, et on va pouvoir choisir les autorisations qu'on va donner au support, c'est-à-dire est-ce qu'on lui donne un accès complet finalement à ce qu'on appelle l'account et l'organisation, ou est-ce qu'on donne des droits restreints ou pas du tout d'accès, et ça va être contrôlé directement au niveau en fait de ce portail, où on va dire par exemple à l'échelle du client ou de l'organisation ou des clusters, je vais donner l'accès au personnel Nutanix, et vous préciserez ici les adresses email de vos interlocuteurs côté support, à qui vous allez donner les accès. Alors, j'aurais dû rentrer peut-être là-dedans au départ, mais effectivement, quand on va ouvrir le portail pour la première fois, on va voir ces trois notions qui vont apparaître, la notion de cluster, d'organisation et de customer. Donc, généralement, on aura un seul customer, c'est associé à l'entreprise cliente, on va dire, ou la structure cliente qui va faire du NC2. Et ensuite, on va découper finalement un client en différentes organisations ou unités organisationnelles. On pourrait voir ça comme des business units, par exemple. Mais le rôle principalement de l'organisation, il est de faire la ségrégation, en gros, des clusters basés par rapport à des critères spécifiques. Donc si par exemple vous dites les clusters de production, je veux les séparer des clusters de test, et puis c'est peut-être même une séparation qui a lieu au niveau cloud, dans des environnements différents, et bien pour cela on va utiliser les organisations. L'organisation permet également de faire la délégation des droits derrière. Donc sur une organisation, on va pouvoir rajouter des cloud accounts, soit AWS, soit Azure. On verra juste après que du point de vue Azure, quand on va rajouter un compte, on a différentes informations à donner qui sont un peu différentes dans le cas d'AWS. Donc généralement, on va avoir un client qui est donc le customer, c'est vraiment le tenant utilisé pour faire du NC2. C'est le niveau le plus haut qu'on aura dans les interfaces. Et par défaut, effectivement, on a un customer default qui est créé pour vous. Et donc vous ne pouvez pas en fait créer de nouveaux clients. Cette partie-là de l'interface, elle est générée pour vous et vous n'avez pas la possibilité. Une organisation, par contre, vous pouvez créer tout à fait des organisations. Si je viens sur ma console ici, donc là j'ai effectivement mon client et mon descriptif. Là j'ai deux organisations, mais je peux tout à fait créer une nouvelle organisation à l'intérieur de mon client. Voilà. Et je pourrais l'appeler test and dev par exemple, tout simplement. Et là, j'ai une nouvelle organisation qui pourrait me permettre de s'agréger en fait des clusters particuliers. Alors, on a des propriétés qui sont spécifiques à chacun des... Donc, le dernier niveau, c'est le cluster. C'est là où on listera l'ensemble des clusters NC2 disponibles. Au niveau de chacun, après, des niveaux de hiérarchie, donc si vous allez sur les trois petits points qui sont disponibles ici, on va voir différentes options qui vont apparaître, que ce soit au niveau customer, et on retrouve à peu près la même chose au niveau organisation, en termes de configuration. Donc les clusters, après on va voir les opérations qu'on va pouvoir faire sur les clusters, mais globalement comme information qu'on aura sur un cluster, on aura un notification center qui va nous donner les informations liées aux événements dans les instances chez les fournisseurs de cloud. Donc on parlera soit d'événements Azure, et donc là vous avez des exemples d'événements qui peuvent se passer chez le fournisseur, donc retrait d'une instance, un reboot du système, une instance qui ne se passe pas bien, voilà. Côté AWS, c'est assez similaire.
Les termes sont un peu différents pour certains, mais c'est à peu près la même chose. C'est vraiment les opérations qui vont se passer du côté des hyperscalers, et ça c'est plutôt bien documenté, soit dans la partie de la documentation liée à NC2 dans Azure, soit dans celle liée à AWS, et vous avez le détail derrière, la description de derrière un événement, à quoi ça correspond, et quelles sont les actions qui ont été faites derrière. Voilà. Donc ça c'est toujours intéressant à avoir en tête. Ensuite, dans les propriétés d'un cluster, on aura également les aspects licensing du cluster, donc on saura quelles sont les licences et les types de licences qui sont associés au cluster, et ça directement, on a un panneau pour le voir, et c'est également une information qu'on aura quand on va créer un cluster. Et puis c'est également depuis cette console NC2 où on terminera un cluster, donc en gros, ça gère le cycle de vie complet de la création du cluster. Je ne parle pas de la configuration à l'intérieur de Nutanix, ça ce sera fait par vous dans les outils Prism Central, mais vraiment la création du cluster et son déploiement chez un hyperscaler, le changement de la configuration, par exemple le nombre de nœuds ou le switching en termes de licence pour aller de Pro à Ultimate par exemple, et puis dernière opération, la destruction du cluster. Donc ces opérations-là ne seront créées que depuis cette console NC2 et ne sont pas créées ni dans le portail Azure, ni dans la console AWS. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé ici des utilisateurs, donc avec les différents types d'utilisateurs qu'il y avait. Alors effectivement, faire de l'authentification forte est fortement recommandé. Et donc on va activer en gros les méthodes d'authentification dont j'ai parlé ici, Basic, Nutanix, Google, etc., à deux niveaux possibles, soit au niveau du client, donc c'est le niveau le plus haut, soit au niveau de l'organisation. Donc on peut après avoir une certaine granularité et flexibilité en fonction des niveaux derrière. Donc une fois qu'on a des utilisateurs, bah, effectivement on leur donne des droits. Donc on a vu tout à l'heure qu'effectivement au niveau des Secure Anonymous, on avait la capacité d'affecter des rôles, donc de faire du airbag, mais au sens plus général, pour tous les utilisateurs, il y a une notion d'airbag. Donc ce sera vraiment dans la notion de profil utilisateur, où une fois qu'on sera effectivement lié à un identity provider, et bien derrière, en fait, on utilisera soit des tokens JWT, soit des assertions, et puis ensuite, on va associer ces utilisateurs à des rôles spécifiques à la console NC2. Et donc ces rôles sont les suivants. Donc là encore, les rôles vont s'appliquer à différents niveaux. Ils vont s'appliquer soit au niveau le plus haut, le niveau customer, soit au niveau organisation, soit directement au niveau des clusters. Donc au niveau des rôles, au niveau de l'organisation, au niveau le plus haut, donc customer, on aura donc soit le customer auditor, soit le Customer Security Administrator, soit le Customer Administrator. Donc les différences sont donc effectivement le premier, d'où la petite couronne, le roi, celui qui a le plus haut niveau de privilège, bien entendu, sera le Customer Administrator, qui peut absolument tout faire sur l'environnement. Le Customer Security Administrator, lui, va se cantonner, c'est déjà du travail, à gérer l'accès à tout ce qui est audit, donc en gros la traçabilité de l'ensemble des événements qui ont pu avoir lieu sur le portail NC2. C'est également le Customer Security Administrator qui va définir quels sont les authentication providers qui seront utilisés, et du coup il pourra également, on pourrait tout le mettre comme ça presque d'ailleurs, c'est lui qui va pouvoir configurer également et gérer les SAML providers, et donc faire la configuration pour assurer une liaison avec un IDP de type Okta ou Azure Active Directory ou Active Directory. Et le Customer Security Administrator va également pouvoir gérer du coup ses utilisateurs pour l'organisation et les comptes. Le Customer Auditor, son nom le porte plutôt bien, c'est un auditeur, donc il va avoir un accès en lecture seule à différentes fonctionnalités, que ce soit au niveau effectivement Customer, mais également organisation et cluster, car effectivement ici on est au niveau le plus haut, et donc ça va descendre par héritage sur la suite derrière. Voilà. Donc ça c'est tous les niveaux sur lesquels il aura effectivement un accès en lecture aux fonctionnalités. Ensuite, c'est tout l'objectif des organisations, c'est de pouvoir à un moment faire de la délégation sans donner le droit à tout le monde. Eh bien, on va pouvoir définir des rôles au niveau des organisations, donc en gros sur un sous-ensemble des clusters NC2 déployés. Et donc pour le coup ici, on aura là encore un Organization Administrator qui ne peut être créé au passage que par un Customer Administrator. Et celui-ci, effectivement, sera le rôle par défaut quand on est le créateur. C'est-à-dire que de base, si c'est vous qui avez initialisé la console NC2, vous serez effectivement Organization Administrator. Au maximum, on peut avoir que 3 Organization Administrators, ce qui est probablement largement suffisant. Et ensuite, exactement comme on l'avait au niveau le plus haut, juste au niveau de l'organisation, on a un Security Administrator qui lui également va pouvoir gérer
l'accès à toute la partie audit, qui va pouvoir gérer les authentication providers, et va pouvoir effectivement configurer et gérer les providers SAML. Il peut gérer à l'échelle de l'organisation, qui sont les utilisateurs et account cloud qui seront utilisables. Donc account, c'est pas au sens utilisateur, c'est au sens account cloud. L'organisation auditor, lui, là encore, il a les fonctionnalités de read-only au niveau de l'organisation et ce qui est en dessous, c'est-à-dire les clusters qui sont associés à l'organisation. Et puis il nous reste le dernier niveau qui est le cluster role. Donc le cluster role, ça va être effectivement de la délégation à l'échelle d'un cluster NC2 et d'un seul. Là encore, on aura un administrateur qui peut être créé soit par l'organisation administrateur, soit par le customer administrator. Et il existe également un cluster superadmin qui, à la différence du cluster administrator, a une possibilité supplémentaire, c'est qu'il est capable d'ouvrir et de fermer ou d'étendre la durée de vie d'un tunnel de support avec le cluster, avec le support en fait Nutanix derrière. On a un cluster auditor lui aussi, et on a le cluster user qui lui effectivement sera vraiment juste l'utilisateur, mais n'aura pas vraiment d'énormes privilèges dessus. Dernière chose à parler, eh bien les cloud accounts. Donc les cloud accounts, c'est l'objet qui va permettre de faire la liaison entre l'outil, donc le portail NC2 et les environnements cloud chez AWS ou chez Azure. Donc les cloud accounts ont deux types. Le premier, effectivement, soit un abonnement Azure, une subscription, soit un AWS account. Ces cloud accounts peuvent être ajoutés à deux niveaux, soit au niveau le plus haut, soit au niveau en dessous, c'est-à-dire au niveau organisation. On le retrouve d'ailleurs parfaitement dans la console. Vous allez sur Customer, vous prenez les trois petits points ici, et là vous avez Cloud Account qui est disponible. Là il n'y en a pas. Je peux cliquer sur Ajouter, et là j'ai mes deux options, effectivement, rajouter un Cloud Account pour AWS ou un Cloud Account pour Azure. Donc les deux, le processus est un peu différent, mais l'idée quand même c'est de donner de manière programmatique la permission au portail NC2 d'appeler les API soit d'Azure, soit d'AWS pour aller créer en gros les ressources nécessaires pour faire tourner un cluster Nutanix. Donc du côté AWS, ça va passer par potentiellement la création de VPC, la création de Security Group, la création peut-être de Bucket S3, et puis l'utilisation d'instances C2 Metal. Pour se connecter donc sur un environnement AWS, on a besoin de l'ID du Cloud Account, forcément, et ensuite, une fois qu'on a donné l'ID du Cloud Account, on a un bouton ici Open AWS Console, sur lequel on va arriver sur la mire de logon d'AWS, tout simplement, se connecter avec un compte qui doit avoir les bonnes permissions, ça c'est plutôt bien documenté sur ce qu'il faut derrière, et avec ce compte qui a les bonnes permissions, on va exécuter en fait une CloudFormation stack, qui va en fait simplement créer deux rôles AWS, un pour les barres métal et un pour le portail NC2 qui est ici. Ensuite, il suffira de vérifier les credentials derrière, et ensuite de valider quelles sont les régions qui sont utilisables ou pas avec ce cloud account. Donc effectivement, il y en a un grand nombre de bases, on peut en spécifier juste certaines et puis en rajouter par la suite, ou alors dire simplement je les veux toutes. Et on clique sur OK pour ajouter. Côté Azure, c'est un peu, le processus est assez similaire, mais les informations ne sont pas les mêmes. Côté Azure, pour avoir un accès programmatique effectivement aux API d'Azure, il faut déjà s'authentifier. Et donc l'authentification va passer par ce qu'on appelle un service principal, donc à savoir un compte programmatique, une application registration appliquée à une subscription, et donc on aura besoin de 4 informations: l'identifiant de l'Azure AD ou du Microsoft Entra ID, l'ID de l'abonnement Azure, de la subscription, un ID applicatif et un secret, et à partir de là, effectivement, ça donne la connectivité. Et du côté Azure, il va falloir du coup faire l'association du rôle avec ce compte programmatique, et on a un custom role qui est disponible pour la partie NC2, on a un fichier JSON qui est documenté et téléchargeable, qui vous permet de créer ce rôle, qui aura juste les permissions strictement nécessaires pour faire fonctionner l'ensemble. Là encore, potentiellement créer un VNet, appeler derrière les instances bar metal, créer les NSG associés, etc. Dernière chose, le statut des comptes est intéressant. On a un statut qui va être soit avec une information qui va dire R en vert, qui veut dire ready,
Et donc un compte peut être en gros soit vert, soit rouge, c'est-à-dire en gros OK ou pas disponible, auquel cas ça peut être un problème lié par exemple au changement de secret sur la partie Service Principal d'Azure, auquel cas donc il est possible d'aller changer cette information-là et de cliquer ensuite sur la partie Reconnect. Donc en général, quand on n'est pas ready et qu'il y a du rouge, c'est que le portail en fait il n'est pas capable d'avoir accès aux API et de pouvoir les utiliser, et donc il faut corriger ça généralement du côté de la partie cloud, ou alors d'aller modifier le cloud account pour changer le secret si c'est le cas du secret. Un compte qui est ready peut être et par défaut actif, mais on peut également le désactiver si on n'en a pas besoin. Voilà. Et donc on ne peut désactiver un compte que si il n'y a pas de ressources qui tombent dans ce compte-là. Ça paraît un peu évident, mais c'est bien de le rappeler. Je crois que j'ai une capture d'écran ici. Non, j'en ai pas une ici. Mais voilà, c'est ici. Donc, quand je disais effectivement quand on a des comptes qui sont disponibles, il y a vraiment deux statuts qui apparaissent ici. Donc le statut R ou U, en fonction de si c'est ready ou unavailable. Et puis le statut ici actif avec un A pour actif ou un D pour désactiver. Et c'est ce qu'on verra, soit on le verra au niveau de l'organisation, vous voyez qu'ici on est dans un exemple où c'est le compte au niveau de l'organisation, mais on peut faire le compte également au niveau du customer. Au passage, si vous passez les certifications Nutanix Cloud Integration, soit sur AWS, soit sur Azure, il y a beaucoup de questions qui vont être liées effectivement à ces cloud accounts et au statut qui est associé derrière. Donc c'est toujours bon de bien savoir regarder ces informations-là. Hop, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Deux choses, la partie Audit Trail et la partie Notification Center. Les deux peuvent un peu se ressembler dans l'usage, mais c'est pas exactement la même chose. Le Notification Center, il est vraiment là pour, entre guillemets, vous faire un pop-up de ce qui est en train de se passer. Donc là, typiquement, je suis en train de détruire un cluster, et là, donc, j'ai une notification que le cluster est parti en mode destruction. Et là, j'ai un petit peu les traces des différentes tâches qui ont pu avoir lieu à l'échelle de mon customer, donc de l'ajout, par exemple, de Cloud Account. Et donc, effectivement, il y a un widget qui va se voir dans les interfaces, qui va permettre, effectivement, ici, en haut, alors, dans ma console, c'était ici, voilà. Donc là, j'ai le widget qui va me dire l'ensemble des notifications qui ont pu avoir lieu. Non, pardon, les notifications, c'est ici. Et donc, je peux après demander à voir toutes les notifications qui ont pu avoir lieu. Le deuxième que je vous ai montré, justement, c'est là où je confonds toujours les deux, c'est la notion d'audit trail qui est l'ensemble des opérations qui ont été faites. Les notifications qui apparaissent, donc la petite cloche dans les interfaces, peuvent également être envoyées par email. Et l'audit trail, lui, va nous servir pour la partie administration à monitorer effectivement l'activité qui est derrière. On peut avoir l'activité au niveau le plus haut, au niveau customer, ou l'activité au niveau de l'organisation. Et là encore, effectivement, l'activité va se retrouver ici, directement au niveau des organisations. Donc si je retournais dans ma console, go back, donc là, j'ai mes tâches, voilà. Et si je vais au niveau de l'audit trail, là je vais voir l'ensemble des opérations qui ont pu avoir lieu sur mon environnement, donc la création de clusters, la désactivation de comptes, le changement des méthodes d'authentification, et chaque fois je sais qui a fait cette opération-là. Ici dans l'exemple, c'est toujours moi, mais quand on a plusieurs administrateurs, on a comme ça une trace, et on a les emails associés derrière. On peut également télécharger l'ensemble sous la forme d'un fichier CSV, qu'on pourra ouvrir avec son Excel préféré si on veut le retravailler. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand on va commencer à avoir des environnements où il y a beaucoup d'opérations qui sont faites derrière, mais vous avez compris le principe. Donc en résumé, finalement, cette console permet de faire pas mal de choses. Elle a pas mal d'options. Alors pour aller modifier les options liées à l'authentification, ça va se passer soit au niveau customer, soit au niveau organisation en allant sur user ici. Et c'est là où vous allez pouvoir activer certains types ou certaines fonctionnalités. Donc le fait de venir activer ici et sauvegarder, vous allez voir que je vais avoir des nouvelles options qui vont apparaître ici. Donc si je fais sauvegarder pour le SAML2 par exemple, vous remarquerez que du coup j'ai le provider qui apparaît ici et SAML2 permission qui apparaissent ici. Donc là encore, vous pouvez combiner derrière. Si je refais sauvegarder, effectivement je vais perdre ces options-là. Le Secure Anonymous, j'en parlais tout à l'heure, mais je vous ai montré, et c'est pareil. Et c'est également à ce niveau-là qu'on va pouvoir définir le support et qui a le droit d'accéder. Et vous mettre ici donc l'email de quelqu'un de chez Nutanix.
Voilà, on a fait déjà un bon petit tour, c'est une bonne introduction de cette console NC2, appliquant portail NC2 ou portail MCM, Multi-Cloud Management. J'espère que ça a été intéressant. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour d'autres vidéos sur le sujet. Merci et à bientôt.